La dinde était parfaitement dorée. La sauce au canneberge scintillait dans son bol en cristal. Et la tension, à la table de Thanksgiving de mes parents, était assez épaisse pour être coupée avec le couteau à découper que papa brandissait tel un marteau de juge. « Sarah, pourrais-tu passer la farce ?» demanda maman, sa voix empreinte de cette nuance particulière de déception qu'elle avait perfectionnée au cours des 5 dernières années. Je lui tendis le plat, remarquant la manière dont elle l'accepta, avec l'air résigné de quelqu'un qui me faisait une faveur en m'incluant au dîner de famille. Autour de la table, mon frère Marcus et sa femme, Jennifer, échangèrent des regards entendus, tandis que leur fille jumelle jouait sur des tablettes une récompense anticipée pour bonne conduite, apparemment. « Alors, Sarah, dit l'oncle Tom avec une gaieté forcée, tu travailles toujours de la maison. »« Je travaille depuis plusieurs endroits, répondis-je, en me servant des patates douces. »« Mais oui, souvent de la maison. » Papa produisit un son, quelque part entre un reniflement et un soupir. « Travailler ? C'est un bien grand mot. »« Dan, s'il te plaît, dit maman, mais sans conviction. »« Quoi ?» Papa posa le couteau à découper avec plus de force que nécessaire. « Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. » Il y a 5 ans, Sarah a quitté un très bon emploi chez Morrison & Associates pour lancer un vague site web. 5 ans plus tard, elle est toujours à la maison, en pyjama, à faire Dieu sait quoi sur un ordinateur. « Je ne porte pas de pyjama pour travailler, dis-je d'un ton neutre. »« C'est sur ça que tu te concentres ?» Marcus se renversa dans sa chaise, sa confiance d'agent immobilier remplissant l'espace. « Papa a raison, Sarah. Tu as 34 ans. La plupart des gens ont une carrière établie à cet âge. Bon sang, je suis devenu associé dans mon cabinet il y a 2 ans. Nous savons, Marcus, dis-je. Tu le mentionnes fréquemment. » Jennifer intervint, sa voix mielleuse d'inquiétude. « Nous nous inquiétons juste pour ton avenir, Sarah. Et la retraite, l'assurance maladie ? Que arrivera-t-il quand maman et papa ne seront plus là pour te soutenir ? » Je paie ma propre assurance maladie, dis-je doucement. Et je ne vis pas au crochet de maman et papa. Mais tu ne t'en sors pas brillamment non plus, dit maman en attrapant son verre de vin. Madame Henderson m'a demandé la semaine dernière ce que tu faisais ces temps-ci. J'ai dû lui dire que tu étais entre 2 opportunités. J'étais mortifié. Je ne suis pas entre 2 opportunités. J'ai une entreprise. Une entreprise, répéta papa, chargeant le mot de scepticisme. Avec des employés, un bureau, un chiffre d'affaires ? Ou c'est juste toi, dans ton appartement, à faire ton petit truc en ligne ? L'expression flotta dans l'air, petit truc en ligne. L'étiquette méprisante qu'ils avaient assignée à mon travail il y a des années, quand toute explication était devenue inutile. Nous sommes juste inquiets, dit gentiment tante Marie. Tu étais une fille si brillante. Un MBA de Stanford, major de ta promotion. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Et au lieu de ça, termina Marcus, au lieu de ça, elle gâche son potentiel. Écoute, je comprends qu'on veuille un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais tu es allé trop loin. Tu as quasiment renoncé à être une adulte. Les jumelles ricanèrent devant leur tablette, inconscientes de cette intervention déguisée en dîner de fête. Je coupai ma dinde en morceaux précis, laissant les critiques familières me glisser dessus comme un bruit de fond. J'ai apporté une tarte, proposai-je. Bien sûr que oui, dit maman. Tu contribues toujours avec de la nourriture. Ce que tu ne contribues pas, c'est quelque chose dont on puisse réellement parler aux gens. Sais-tu à quel point il est difficile d'expliquer à nos amis que notre fille, avec son MBA de Stanford, est... Quoi ? Une amatrice ? Je ne suis pas une amatrice. Alors, qu'est-ce que tu es ? Exigea papa. Spécifiquement. Utilise ton vocabulaire sophistiqué d'école de commerce, et explique-nous ce que tu fais exactement, qui te garde enfermé dans cet appartement 16 heures par jour. Je dirige une entreprise de logiciels qui développe. Des logiciels ? Interrompit Marcus en riant. Tout le monde avec un ordinateur portable pense diriger une entreprise de logiciels. As-tu de vrais clients ? Des clients qui paient ? Oui. Combien ? Je pris une gorgée d'eau. Plusieurs. La sympathie de Jennifer s'était muée en quelque chose de plus proche du jugement. Marcus a 300 clients. Ça, c'est une vraie entreprise. Plusieurs, c'est un hobby. L'oncle Tom tenta de détendre l'atmosphère. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Sarah,
as-tu vu le match la semaine dernière? Je ne suis pas le football. Bien sûr que non, marmonna papa. Trop occupé avec tes ordinateurs. Le cousin Jake arriva du salon, où il regardait le match avec les autres jeunes cousins. À 26 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce lui aussi, il venait de commencer dans un cabinet de conseil et en parlait avec l'enthousiasme zélé d'un nouveau converti à la vie d'entreprise. Tante Sarah, dit-il en s'asseyant sur une chaise vide, mon cabinet recrute. Je pourrais probablement t'obtenir un entretien. C'est un poste de débutant, mais avec ton expérience enfin, ton ancienne expérience tu pourrais peut-être commencer au niveau d'associé. C'est gentil, Jake, mais je ne cherche pas de poste. Parce que tu es engagé dans ta voie actuelle, demanda-t-il, son ton suggérant qu'il connaissait la réponse. Parce que j'ai déjà un poste. À faire ton petit truc en ligne, répéta papa, comme si l'expression elle-même était la preuve de mon échec. Marcus se pencha en avant, adoptant sa voix de grand frère concerné. Sarah, je vais être franc avec toi. Tu ne rajeunis pas. Plus tu restes en dehors du vrai marché du travail, plus il sera difficile d'y retourner. Ton CV a maintenant un trou de 5 ans. C'est un signal d'alarme pour tout employeur sérieux. Je n'ai pas de trou. J'ai travaillé. Mais pas de manière vérifiable, ajouta Jennifer. Aucune référence de superviseur, aucune progression de carrière claire. Juste cette vague affirmation, je dirige une entreprise de logiciels, que personne ne peut réellement valider. Oh, pour l'amour du ciel, maman posa sa fourchette avec un bruit sec. Pouvons-nous être honnêtes, s'il te plaît, Sarah? Tu es au chômage. Tu le es depuis 5 ans. Nous t'aimons, mais nous n'allons pas continuer à prétendre que c'est une carrière. Il est temps de grandir, et de réintégrer le monde réel. La table devint silencieuse. Même les jumelles levèrent les yeux de leur tablette, sentant le changement d'ambiance. Je suis dans le monde réel, dis-je doucement. Juste pas celui que vous reconnaissez. Ça s'appelle l'illusion, dit Marcus. Quand ta version de la réalité ne correspond pas à la réalité effective, c'est un problème. Paies-tu des impôts sur cette entreprise, demanda soudainement papa. Oui. Combien? À la louche. Je le regardai dans les yeux. Je préférerais ne pas discuter de mes finances au dîner de Thanksgiving. Parce qu'il n'y a rien à discuter, conclut-il. Sarah, je suis ton père. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est la stabilité, un vrai travail, des avantages sociaux, un plan d'épargne retraite. Peut-être rencontrer quelqu'un, te poser. Pas ça. Quoi que ça soit. Je suis posé. Tu stagnes, corrigea maman. Il y a une différence. Tante Marie essaya à nouveau. Et le bénévolat? Même si tu ne veux pas d'un travail traditionnel, tu pourrais faire quelque chose qui a du sens. Habitat pour l'humanité, des programmes d'alphabétisation. Je fais un travail qui a du sens, l'interrompis-je, gardant ma voix stable malgré la boule dans ma gorge. Mais qu'est-ce que c'est, insista Jennifer. Spécifiquement, que fais-tu réellement? Je développe des solutions d'intelligence artificielle pour les systèmes de santé. La table me dévisagea. Tu développes. Marcus éclata de rire. De l'IA pour la santé. Alors, tu es en train de dire que tu concurrences IBM, Google et Microsoft? Dans certaines niches, oui. Le rire se propagea autour de la table. Pas cruel, mais condescendant, le genre de rire réservé aux enfants qui prétendent vouloir devenir astronautes. Ma chérie, dit maman, sa voix dégoulinant d'une douce condescendance, ce sont des entreprises qui valent des milliards d'euros, avec des milliers d'employés. Tu es une seule personne, dans un appartement. Ce n'est pas de la concurrence. C'est de la fantaisie. Ouais, tante Sarah, ajouta Jake en sortant son téléphone. J'ai suivi un cours sur l'IA en école de commerce. Rien que la barrière à l'entrée nécessite des investissements en capital massif, et des talents spécialisés. À moins d'avoir quelques millions de financement et une équipe de docteurs, tu n'es pas vraiment sur ce marché. J'ai les deux, dis-je simplement. Papa secoua la tête maintenant. Tu inventes des choses. D'où te viendrait le financement? Qui investirait dans quelqu'un sans expérience? J'avais de l'expérience. Il y a 5 ans, chez Morrison & Associates, j'étais l'analyste principal sur 3 acquisitions technologiques réussies.
Les investisseurs à qui j'ai présenté les projets s'en sont souvenus. Mais tu as quitté Morrison, souligna Marcus. Tu as abandonné cette crédibilité. J'ai abandonné pour construire quelque chose. Mais quoi? La frustration de maman débordait maintenant. Que as-tu construit? Montre-nous. Prouve-nous que ce n'est pas juste une excuse élaborée pour le chômage. Avant que je ne puisse répondre, Jennifer intervint. Vous savez à quoi ça ressemble? Ces gens qui rejoignent des systèmes de vente multiniveaux et se disent entrepreneurs. Ils dirigent techniquement une entreprise, mais en réalité, ils ne font que perdre de l'argent et s'aliéner leurs amis. Je ne suis pas dans la vente multiniveau. Mais tu fais quelque chose de tout aussi déconnecté de la réalité, dit papa. Sarah, je vais être brutalement honnête, parce que quelqu'un doit l'être. Tu fais honte à cette famille. Madame Henderson n'est pas la seule à poser des questions. Tout le monde veut savoir ce qu'est devenue la brillante fille de Stanford. Et tout ce que je peux leur dire, c'est que tu es à la maison, à jouer sur des ordinateurs. Mon travail n'est pas un jeu, alors montre-nous, la voix de maman se brisa. Montre-nous quelque chose de réel. Une fiche de paie, une lettre de client, un bureau. N'importe quoi qui prouve que ce n'est pas juste une manière élaborée d'éviter les responsabilités d'adultes. Le silence tomba sur la pièce, à l'exception du match de football à la télévision en arrière-plan, et des doux carillons des tablettes des jumelles. L'oncle Tom se racla la gorge. Peut-être devrions-nous prendre la tarte. Non, interrompit papa. Ça fait 5 ans que ça dure. Nous avons été patients. Nous avons été compréhensifs. Nous avons souri et hoché la tête, pendant que Sarah jetait son avenir par les fenêtres. Mais la patience a des limites. Il se tourna vers moi, son visage dur de déception. Je suis ton père. J'ai payé pour Stanford. J'ai cru en toi. Et voilà ce que tu as fait de cet investissement. Tu es devenu une recluse qui invente des histoires sur le fait de concurrencer Google. Je ne concurrence pas Google directement. Nous opérons dans des secteurs de niche. Arrête, dit Marcus. Arrête avec le jargon. Si tu avais vraiment une entreprise qui réussit, nous le saurions. Il y aurait des preuves. Des articles de presse. Quelque chose. Il y a des articles de presse. Jennifer rit. Où ça? Sur un blog tech avec 50 lecteurs? Dans diverses publications, dis-je prudemment. Citant une, le défia Jack, son téléphone à la main. Donne-moi une publication qui a parlé de ton entreprise, et je la chercherai tout de suite. J'hésitais, sachant où cela allait mener, mais incapable de l'éviter sans paraître évasive. Forbes a parlé de nous plusieurs fois. La table éclata de rire. Un rire franc, sonore, qui fit même lever les yeux aux jumelles, confuses. Forbes, halta Marcus entre deux rires. Oh, c'est parfait. Forbes a parlé de ton entreprise. Bien sûr. Et je suis sûr que le Fortune 500 vient de t'appeler pour t'inscrire sur leur liste. C'est triste, maintenant, dit Jennifer, son rire se transformant en pitié. Sarah, crois-tu vraiment à ces illusions? As-tu envisagé de parler à quelqu'un? Un thérapeute, peut-être? Les yeux de maman se remplirent de larmes. Ma fille a besoin d'une thérapie parce que je l'ai abandonnée, d'une manière ou d'une autre. Parce que je n'ai pas assez insisté pour qu'elle garde les pieds sur terre. Ce n'est pas ta faute, la rassura tante Marie. Parfois, les gens perdent simplement leur chemin. Je n'ai rien perdu, dis-je doucement, mais personne n'écoutait. Papa se leva, sa chaise raclant le parquet. Je n'en peux plus. Je ne peux pas rester assis ici et prétendre que c'est normal. Sarah, tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Et tant que tu ne seras pas prête à admettre que tu as un problème, je ne pense pas que ces dîners de famille soient productifs. Dan, non, commença maman. Non, Sarah a besoin de conséquences. Elle doit comprendre que ce comportement n'est pas acceptable. Nous l'avons trop laissé faire, pendant trop longtemps. Jake avait fait défiler son téléphone pendant l'échange. Soudain, son visage devint blême. Il leva les yeux vers moi, puis les baissa sur son téléphone, puis de nouveau vers moi, son expression passant de la confusion au choc. Dit-il, sa voix étrange, tante Sarah, ton nom de famille est toujours Henderson depuis ton mariage, ou tu as repris Morrison? J'ai gardé Henderson, répondis-je. Pourquoi? Et ton entreprise?
Elle s'appelle Med-AI Solutions? La table se tut à cause de son ton. Oui, confirmai-je. Les mains de Jake tremblaient légèrement alors qu'il levait son téléphone. Et ça, c'est toi. Il tourna l'écran vers la table. Là, en haute résolution, se trouvait mon visage sur la couverture du magazine Forbes. Pas un petit article, enfoui dans la section économique. La couverture. La vraie couverture. Le titre disait « Sarah Henderson, la PDG de 34 ans qui a révolutionné l'IA dans la santé ». En dessous, en plus petit caractère, comment l'algorithme d'une femme sauve 10 000 vies par jour. Et tout en haut, dans la bannière rouge signature du magazine, PDG de l'année. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Jake fit défiler la page d'un doigt tremblant, lisant à voix haute l'article. Sarah Henderson, fondatrice et PDG de Med-AI Solutions, a réussi ce que des géants de l'industrie comme IBM et Google tentent depuis plus d'une décennie, un système de diagnostic par IA vraiment efficace, qui fonctionne au-delà des barrières socio-économiques et des systèmes de santé. Sa voix se brisa légèrement. Son entreprise, fondée il y a 5 ans avec 22 millions d'euros de capital risque. 22 millions, interrompit Marcus faiblement. Jake continua à lire, sa voix gagnant en force sous l'effet du choc, Point a atteint une valorisation de 3,8 milliards d'euros au troisième trimestre de cette année. Avec plus de 400 employés sur 3 continents, Med-AI Solutions est devenue l'entreprise de technologie de la santé à la croissance la plus rapide au monde. Il fit défiler plus loin. L'algorithme de diagnostic d'Henderson, qu'elle a développé pendant son séjour chez Morrison & Associates, mais qu'elle a affiné après avoir fondé Med-AI, a été mis en œuvre dans plus de 2000 hôpitaux dans le monde. Le système détecte les maladies à un stade précoce que les médecins humains manquent, réduisant les taux de mauvais diagnostics de 47%, et dépistant les affections critiques en moyenne 6 mois plus tôt que les méthodes traditionnelles. Le seul son était la voix de Jake, et le match de football lointain. L'impact a été particulièrement significatif dans les communautés mal desservies, lut-il. Henderson a insisté sur un modèle de tarification qui rend la technologie accessible aux établissements de santé ruraux et à faible revenu à un coût minimal, subventionné par des tarifs majorés pour les grands systèmes hospitaliers. Cette approche a apporté une capacité de diagnostic de pointe à des régions qui avaient auparavant un accès limité aux soins spécialisés. Il leva les yeux, ses yeux écarquillés. Il y en a plus. Beaucoup plus. Sur les levées de fonds, la technologie, les partenariats avec l'Organisation mondiale de la santé. Laisse-moi voir ça, dit papa brusquement, attrapant le téléphone de Jake. Jake afficha plus de résultats, sa voix presque frénétique maintenant. Elle n'est pas seulement dans Forbes. Elle est partout. Le Wall Street Journal l'a qualifiée de l'innovatrice en santé la plus importante de la décennie. Le magazine Time l'a interviewée. Le New York Times a fait un portrait d'elle. Elle était sur la liste des disrupteurs de CNBC. Elle a fait le discours d'ouverture du sommet mondial de la santé. Maman attrapa son propre téléphone, les mains tremblantes. En quelques secondes, son visage devint blanc. Il y a une vidéo, murmura-t-elle. D'un TED. Elle a 12 millions de vues. Elle appuya sur lecture. Ma voix remplit la pièce, professionnelle et claire, expliquant en termes simples le fonctionnement de l'algorithme de diagnostic. La caméra me montrait sur la célèbre scène au cercle rouge, complètement à l'aise, montrant des diapositives qui illustraient les résultats pour les patients. Notre but n'est pas de remplacer les médecins, disait la moi de la vidéo. C'est de leur donner un outil qui attrape ce que l'attention humaine pourrait manquer. Une deuxième paire d'yeux qui ne se fatigue jamais, qui n'a jamais une mauvaise journée, qui n'apporte jamais de biais inconscients au diagnostic. La vidéo continuait. Nous avons détecté plus de 3000 cancers à un stade précoce, qui auraient été manqués pendant des mois. Nous avons identifié des maladies cardiaques, des maladies rares, des problèmes neurologiques. Tout cela parce que notre système examine des schémas de données que le cerveau humain n'est pas programmé pour voir. Le public du TED applaudit. La moi de la vidéo sourit légèrement, mal à l'aise, n'appréciant manifestement pas l'attention, mais l'endurant pour le message. La technologie n'est bonne que si elle est accessible, continua la moi de la vidéo. C'est pourquoi 60% de nos implémentations se font dans des zones qui avaient auparavant des ressources de diagnostic limitées. Parce que l'enfant de l'Arkansas rural mérite la même chance de détecter une leucémie à un stade précoce que le cadre supérieur de Manhattan. Les applaudissements devinrent assourdissants. La vidéo se termina. La table de Thanksgiving resta silencieuse.
Jennifer fut la première à parler, sa voix à peine audible. Tu as sauvé. L'article dit 10 000 vies par jour? C'est l'impact estimé sur l'ensemble des implémentations, dis-je doucement. C'est une extrapolation des données de diagnostic et des projections de résultats. Le nombre réel est difficile à vérifier précisément, mais statistiquement. 10 000 vies, interrompit maman, son téléphone affichant toujours mon TED Talk, par jour. L'oncle Tom avait trouvé un autre article. Forbes estime sa fortune personnelle à 1,2 milliard d'euros. Milliard avec un M, elle est sur l'indice des milliardaires de Bloomberg, ajouta Jake, faisant défiler frénétiquement. Numéro 847 dans le monde, mais la plus jeune femme milliardaire autodidacte dans le secteur de la technologie de la santé. Marcus avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. L'article dit que tu as refusé des offres d'acquisition de Google et Microsoft, qui auraient fait de toi la plus grande sortie du secteur technologique de la décennie. Les offres auraient changé la structure de notre mission, expliquai-je. Le modèle d'accessibilité ne fonctionne que si nous restons indépendants des actionnaires qui privilégient le profit à la portée. Tu as refusé, Marcus ne put finir sa phrase. Papa lisait maintenant, son visage passant par des émotions trop rapides pour être suivi. Tu as 400 employés. 417 depuis la semaine dernière, corrigeai-je. Nous venons d'ouvrir le bureau de Singapour. Tu as des bureaux, la voix de maman était creuse. Plusieurs bureaux? Sur des continents? 3 continents actuellement. Nous envisageons l'Amérique du Sud l'année prochaine, si les cadres réglementaires s'alignent. Tante Marie était restée silencieuse, mais maintenant elle parla, sa voix tremblante. Sarah, je t'ai dit de faire du bénévolat. J'ai suggéré Habitat pour l'humanité. Je me souviens. Tu sauves 10 000 vies par jour, et je t'ai suggéré de faire du bénévolat. Pour être juste, Habitat fait un travail important. Arrête, interrompit Jennifer. Arrête d'être magnanime à ce sujet. Nous avons été horribles avec toi. Vous agissiez sur la base des informations que vous aviez, dis-je simplement. Nous n'avons pas demandé d'informations, les larmes de maman coulaient librement maintenant. Tu as essayé de nous le dire, et nous n'avons pas écouté. Tu as dit que tu dirigeais une entreprise de logiciels, et nous avons ri. Tu as dit que tu travaillais dans l'IA de la santé, ajouta Marcus, le visage cendré. J'ai littéralement ri de toi. J'ai dit que tu concurrençais Google. Tu concurrences Google, dit Jake, sa voix impressionnée. Et tu gagnes. Papa avait posé son téléphone, ses mains couvrant son visage. Quand il parla, sa voix était étouffée. Je l'ai appelé ton petit truc en ligne. L'expression flotta dans l'air, dévastatrice dans son nouveau contexte. J'ai dit que tu faisais honte à la famille, continua-t-il, sans lever les yeux. Que tu jetais par les fenêtres ton éducation de Stanford. Que tu devais grandir. Vous étiez inquiet, dis-je doucement. Les parents s'inquiètent. Inquiet, il leva enfin les yeux, ses yeux rouges. Sarah, je t'ai dit que la patience avait des limites. J'allais te demander d'arrêter de venir au dîner de famille jusqu'à ce que tu te ressaisisses. La table accusa le coup. J'ai développé un algorithme qui identifie le cancer, dis-je doucement. Il a détecté 3000 cas à un stade précoce. Ce sont 3000 personnes qui sont en vie grâce à des mathématiques que j'ai écrites. Et tu allais me désinviter de Thanksgiving parce que tu pensais que j'étais au chômage. Maman laissa échapper un son entre un sanglot et un hoquet. Jake faisait toujours défiler, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Le partenariat avec l'OMS. Tu fournis ta technologie aux pays en développement gratuitement? Pour des coûts de mise en œuvre minimes, corrigez-je. Il paie pour le matériel et la formation. La licence du logiciel est subventionnée par nos clients premium. Tu fournis une technologie d'1 milliard d'euros à des pays pauvres, essentiellement gratuitement, clarifia-t-il. C'est la bonne chose à faire. La maladie ne se soucie pas de l'économie. L'article de Forbes dit que tu donnes personnellement 80% de ton salaire pour financer ces implémentations, lut l'oncle Tom. Tu es une milliardaire qui vit comme quelqu'un dans un appartement, travaillant sur des ordinateurs. Parce que l'argent n'est pas le but, terminai-je. L'impact est le but. Jennifer faisait maintenant défiler des photos, des images de moi au sommet mondial de la santé, serrant la main du directeur général de l'OMS, parlant à des conférences médicales, lors d'implémentations hospitalières en Inde rurale. Tu as rencontré le secrétaire général de l'ONU, dit-elle d'une voix sourde.
2 fois. La première réunion portait sur l'expansion de l'implémentation dans les zones de conflit. La seconde portait sur. Tu tutoies le secrétaire général des Nations Unies, l'interrompit Jennifer, et je t'ai dit de trouver un vrai travail. Tu as un vrai travail, dis-je. Directrice marketing dans le cabinet de Marcus. C'est un vrai travail. Ne fais pas ça, dit Marcus durement. Ne sois pas gentil à ce sujet. Nous ne méritons pas la gentillesse. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Nous t'avons traité d'illusionné, dit-il. J'ai dit que tu avais besoin d'une thérapie pour tes illusions. Et tu es la PDG de l'année. Tu révolutionnes la médecine. Tu sauves des dizaines de milliers de vies. Tante Marie pleurait ouvertement maintenant. Quand tu as dit que Forbes avait parlé de toi, nous avons ri. Nous avons vraiment ri. C'était une réponse compréhensible, étant donné votre cadre de référence, dis-je. Arrête d'être si sacrément compréhensive, la voix de maman était aiguë de colère autodirigée. Nous avons été cruels. Nous avons été méprisants. Nous n'avons pas seulement mal compris, nous n'avons même pas essayé de comprendre. Tu nous as dit ce que tu faisais, et nous avons décidé que cela ne méritait pas notre attention. Les jumelles avaient abandonné leur tablette, observant les adultes avec de grands yeux confus. L'une d'elles tira la manche de Jennifer. Maman, pourquoi tout le monde pleure? Jennifer serra sa fille contre elle, ses propres larmes coulant. Parce que nous avons fait une grosse erreur, mon bébé. Une très grosse erreur. Papa se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Après un moment, maman le rejoignit, et ils restèrent là, ensemble, sans se toucher, tous deux regardant l'après-midi de novembre. Jake faisait toujours défiler, sa voix presque frénétique par le besoin de cataloguer ses découvertes. Tu as des brevets. 17 brevets sur des algorithmes de diagnostic et l'implémentation de l'IA en santé. Tu as publié des articles dans le JAMA et le New England Journal of Medicine. Tu es cité par des chercheurs du monde entier. Le travail académique aide à valider la technologie auprès des comités médicaux sceptiques, expliquai-je. Tu as 34 ans, dit-il avec émerveillement. J'en ai 26, et je pensais avoir réussi parce que j'ai été embauché dans un cabinet de conseil. Toi, à 34 ans, tu as changé la médecine. Tu as réussi, Jake. Le chemin de chacun est différent. Ne me prends pas de haut, dit-il, mais gentiment. Je ne peux pas. Je ne sais même pas comment digérer ça. Je t'ai offert un poste de débutant. Tu pourrais acheter l'entreprise pour laquelle je travaille avec tes revenus trimestriels. Je ne suis pas intéressé par l'acquisition de cabinets de conseil. Il rit, avec une pointe d'hystérie. Bien sûr que non. Tu es intéressé par le fait de sauver des vies, pendant que j'aide des entreprises riches à devenir plus riches. Tu t'assures que les enfants de l'Arkansas rural puissent détecter un cancer à un stade précoce. L'oncle Tom posa son téléphone avec précaution. Sarah, je dois m'excuser. Pas seulement pour ce soir, mais pour 5 ans. Chaque réunion de famille, chaque fois que quelqu'un posait des questions sur toi et que je suivais le récit du Sarah se cherche encore. Je ne t'ai pas défendu. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement supposé le pire, et je suis passé à autre chose. Tu n'avais pas tort de te fier aux preuves observables, dis-je. Tu as vu quelqu'un travaillant de la maison, sans marqueurs évidents de succès. Tes conclusions étaient logiques. Mais elles étaient fausses, dit tante Marie. Complètement, dévastatriquement fausses. Marcus avait la tête entre les mains. Je t'ai dit que tu stagnais, que tu avais renoncé à être une adulte. Et tu étais en train de construire une entreprise qui est valorisée à plus que la plupart des sociétés du Fortune 500. La valorisation est spéculative, dis-je, basée sur les projections de croissance et les conditions du marché. La valeur réelle réside dans les implémentations et les résultats. Arrête de faire ça, dit Jennifer. Arrête de minimiser ton succès. Tu as le droit de reconnaître ce que tu as accompli. Je reconnais le travail, répondis-je. La reconnaissance est secondaire. Papa se retourna de la fenêtre, son visage ravagé. Pourquoi ne nous as-tu pas corrigés? Toutes ces années, tous les commentaires méprisants, toutes les interventions déguisées en dîner de fête. Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu échouais? Parce que vous corriger aurait nécessité d'expliquer, et expliquer aurait nécessité que vous écoutiez. Vous n'écoutiez pas. Vous aviez déjà décidé quelle était mon histoire.
Tu aurais pu nous le montrer, protesta maman. Un article, une récompense, quelque chose. J'ai essayé, maman. Il y a 3 ans, j'ai mentionné la levée de fonds de série B au dîner de Noël. Tu as changé de sujet pour parler de la nouvelle maison de Marcus. Il y a 2 ans, j'ai évoqué le partenariat avec l'OMS à Pâques. Papa a dit que c'était bien que j'ai des hobbies. Le Thanksgiving dernier, j'ai mentionné l'interview sur CNBC. Jennifer a demandé si je gagnais au moins assez pour payer mon loyer. Les détails spécifiques tombèrent comme des coups. Tu as essayé de nous le dire, dit Marcus lentement. Plusieurs fois. Et nous t'avons fait taire à chaque fois. Vous n'étiez pas intéressé par des détails qui ne correspondaient pas à votre récit, dis-je simplement. J'étais la déception de la famille. Ce rôle servait divers objectifs pour différentes personnes. Le changer aurait nécessité un effort que personne ne voulait faire. Ce n'est pas vrai, commença maman. C'est vrai, l'interrompis-je doucement. Jennifer avait besoin que je réussisse moins pour pouvoir être la fille accomplie. Marcus avait besoin que je sois l'exemple à ne pas suivre pour justifier ses choix. Papa avait besoin que je sois l'échec pour valider ses croyances sur les carrières convenables. Maman avait besoin que je sois le problème sur lequel se concentrer, au lieu de ses propres insatisfactions. Le silence fut absolu. Ce n'est pas juste, dit papa faiblement. C'est tout à fait juste. Je ne suis pas en colère à ce sujet, je ne fais qu'énoncer ce qui était évident pour quiconque prêtait attention. Mon rôle dans cette famille était d'être la personne qui ratait tout. Quand je n'ai pas voulu coopérer en ratant vraiment, vous avez décidé de croire que je l'avais fait quand même. Jennifer lisait un autre article, sa voix tremblante. Il y a un portrait dans Fortune d'il y a 6 mois. Ils ont interviewé tes employés. Chaque personne a dit que tu es le meilleur leader pour qui ils aient jamais travaillé. Une femme a dit que tu as personnellement payé le traitement contre le cancer de sa mère, quand l'assurance a refusé la prise en charge. Ce n'est pas pertinent pour la discussion, dis-je. C'est tout à fait pertinent, la voix de Jennifer s'éleva. Nous pensions que tu étais une recluse égoïste qui s'était retirée de la société. Tu es tout le contraire. Tu es tellement concentré sur l'aide aux autres que tu ne reconnais même pas tes propres accomplissements. Jake avait trouvé la vidéo d'une table ronde. C'est du Forum économique mondial. Celui que papa a qualifié de pour les gens qui parlent de résoudre les problèmes au lieu de les résoudre. Je n'ai pas assisté à celui-là, dis-je rapidement. Ils m'ont invité à parler, mais j'avais des délais de mise en œuvre. Tu as refusé Davos, dit Jake catégoriquement. Tu as été invité à parler au Forum économique mondial, et tu as dit non parce que tu avais du travail à faire? C'était la bonne décision en termes de priorité. Tu es folle, dit Marcus, mais avec admiration plutôt que critique. Tu es absolument folle. Sais-tu ce que je donnerais pour parler à Davos? Ce que n'importe qui donnerait pour cette tribune? Je sais ce que j'aurais dû abandonner, répondis-je. 3 jours de travail de mise en œuvre. 3 jours où nous aurions pu installer des systèmes qui détectent des maladies. La tribune n'en valait pas le coup. Maman s'affaissa dans sa chaise, son téléphone affichant ma couverture de Forbes. Tu es la plus jeune femme milliardaire autodidacte dans le secteur de la santé. Et tu vis dans un appartement de 2 chambres. C'est un bel appartement. Bonne luminosité pour travailler. Sarah, dit-elle, sa voix se brisant, tu pourrais acheter n'importe quoi, aller n'importe où, faire n'importe quoi. Et tu choisis de travailler 16 heures par jour depuis un appartement, parce que le travail compte plus que le style de vie. Mais ne veux-tu pas, elle fit un geste impuissant. Quelque chose? De la reconnaissance, du confort, une vie? J'ai une vie. Elle ne ressemble simplement pas à ce que vous attendiez. Papa retourna à la table, se déplaçant comme un vieil homme. Je t'ai dit de trouver un vrai travail. Tu as le travail le plus réel à cette table. Tu es la seule à faire quelque chose qui compte vraiment. L'immobilier compte, dis-je. Le marketing compte. Le conseil compte. Différents travaux servent différents objectifs. Arrête d'être généreuse, dit Marcus rudement. Nous ne méritons pas ta générosité. Nous méritons ta colère, ton mépris. Quelque chose. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué de m'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de ne pas écouter. L'oncle Tom parla doucement. Vas-tu continuer à venir au dîner de famille? Je considérais la question. Autour de la table,
ma famille attendait, leur visage montrant divers stades de choc, de honte, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Je ne sais pas, dis-je. Honnêtement, ces rassemblements n'ont pas été agréables pour moi. Ils ont été des épreuves d'endurance, où l'on me répète que j'échoue dans la vie, alors que je suis en train de sauver des vies. Je ne suis pas sûr que ce soit une dynamique qui vaille la peine d'être maintenue. Nous changerons, dit maman rapidement. Nous écouterons. Nous poserons des questions. Nous. Point vous serez maladroit, et trop intéressé, et vous me traiterez comme une étrangère, terminez-je, parce que c'est ce qui arrive quand on découvre que quelqu'un n'est pas qui on pensait qu'il était. La relation doit être reconstruite à partir de zéro. Alors nous la reconstruirons, dit papa, si tu nous y autorises. Je le regardais, je les regardais tous, voyant le remords et la confusion sincère. Ils voulaient bien faire, ils l'avaient toujours voulu. Leur cruauté n'avait pas été intentionnelle. Elle avait été le résultat inévitable d'un jugement sans compréhension. Peut-être, dis-je finalement. Mais ça devra être différent. Je ne viendrai pas à des dîners où je suis traité comme un projet ou un problème. Je ne m'expliquerai pas encore et encore à des gens qui ont décidé que je suis un échec, peu importe l'épreuve. Si nous reconstruisons, ce doit être en tant qu'égaux, qui respectent les choix des autres, même quand nous ne les comprenons pas. Oui, dit maman immédiatement. Tout ce dont tu as besoin. Je n'ai besoin de rien de votre part, dis-je doucement. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je n'ai pas besoin de votre approbation, de votre compréhension, ou de votre soutien. J'ai une vie qui me convient. J'ai un travail qui a du sens. La question est de savoir si vous pouvez accepter cela, sans essayer de me réparer, de me changer, ou de me modeler en quelque chose de plus confortable pour vous. La pièce retomba dans le silence, chaque personne absorbée par sa propre prise de conscience. Jake parla soudainement. L'article dit que tu prévois de rendre open source des parties de l'algorithme de diagnostic, que des entreprises concurrentes pourraient utiliser ton travail pour développer leur propre système. Le trimestre prochain, confirmai-je. Le cadre de diagnostic de base sera disponible sous une licence Creative Commons. Tout le monde pourra l'utiliser, l'améliorer, construire dessus. Tu abandonnes ton avantage concurrentiel, dit-il, stupéfait. J'étends l'impact. Si 10 entreprises utilisent notre cadre pour construire des outils de diagnostic, c'est 10 fois plus de vies sauvées. La compétition n'est pas le but. Les résultats en matière de santé sont le but. L'argent ne t'intéresse vraiment pas, dit Jennifer avec émerveillement. Les articles donnaient l'impression que c'était de la communication, mais tu ne te soucies sincèrement pas d'être milliardaire. Je me soucie d'avoir les ressources pour financer les implémentations. La richesse personnelle est accessoire. Marcus rit, un son brisé. Accessoire. Elle qualifie le fait d'être milliardaire des accessoires. C'est le cas, insistai-je. Si tout l'argent disparaissait demain, mais que les systèmes de diagnostic continuaient de fonctionner, je considérerais cela comme un succès complet. La richesse est un outil, pas un but. Papa pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je t'ai abandonné. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as élevé une fille qui a obtenu un MBA de Stanford, et l'a utilisé pour construire quelque chose qui a du sens. Ce n'est pas un échec. Je n'ai pas soutenu cette construction. Je l'ai activement découragée. Tu ne la comprenais pas. C'est différent de l'échec. Arrête d'être si gentille, dit-il rudement. Je ne mérite pas ta gentillesse. Aucun de nous ne la mérite. La gentillesse n'est pas une question de mérite, dis-je. C'est une question de choisir comment on se comporte avec les gens, même quand ils vous ont blessé. La sonnette retentit. Des retardataires pour le dessert, des parents qui avaient passé la journée avec d'autres branches de la famille. L'oncle Chin, grand-mère Morrison, tante Béatrice et son mari, 3 cousins que je connaissais à peine. Ils entrèrent avec l'énergie bruyante de personnes qui n'avaient pas participé à l'intervention précédente, saluant tout le monde chaleureusement, complimentant les décorations, commentant le match. Grand-mère Morrison me serra fort dans ses bras. Sarah, je t'ai vu aux informations la semaine dernière, cette interview sur CNBC à propos de l'accessibilité des soins de santé. Un travail magnifique, ma chérie. La pièce se figea. Tu savais, demanda maman faiblement. Bien sûr que je savais, grand-mère regarda autour d'elle, confuse par l'étrange atmosphère. Je suis l'entreprise de Sarah depuis qu'elle l'a créée.
Pourquoi croyez-vous que j'ai investi dans le tour de financement de Série A? Une autre bombe tomba. Tu as investi? Dit papa. 2 millions, dit fièrement grand-mère. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Non pas à cause des rendements, bien qu'ils aient été excellents, mais parce que je savais que Sarah en ferait quelque chose d'important. Elle me sourit. Tu as dépassé toutes les attentes, ma chérie. Je parle à tout le monde de ma petite fille qui révolutionne la médecine. Tout le monde, répéta faiblement maman. Tous ceux qui veulent bien écouter. Je suis assez insupportable à ce sujet à mon club de bridge. Grand-mère s'installa dans son fauteuil, inconsciente de la tension. Je suppose que vous avez tous vu la couverture de Forbes? PDG de l'année à 34 ans. Son grand-père aurait été si fier. L'oncle Chin, qui avait scruté la pièce avec sa perception aiguë habituelle, parla doucement. Il ne savait pas, n'est-ce pas? Le sourire de grand-mère s'effaça. Ne savait pas quoi? Rien de tout ça. L'entreprise de Sarah, son travail, la couverture de Forbes. Il regarda mes parents. Vous pensiez qu'elle était au chômage. Ce n'était pas une question. Oh, dit grand-mère, la seule syllabe lourde de déception. Oh, vous ne saviez pas. Vous n'avez pas pu être aussi stupide. Nous l'avons été, dit simplement papa. Nous avons été exactement aussi stupides. Grand-mère me regarda, son expression s'adoucissant de compréhension. Et tu nous as laissés dans l'ignorance. Il n'était pas intéressé par les détails, dis-je. Alors, tu as travaillé en silence, sauvé des milliers de vies en silence, bâti une entreprise valant des milliards en silence, elle secoua la tête. Tu es plus patiente que je ne l'aurais été. Ou plus réaliste sur ce que les gens sont prêts à entendre, répondis-je. Les retardataires se mirent rapidement au courant, grâce à une combinaison de révélations choquantes et de recherches sur leur téléphone. En 10 minutes, tout le monde dans la maison fixait des écrans montrant divers articles, interviews et portraits du travail que j'avais accompli, pendant qu'ils supposaient que j'étais au chômage. Tante Béatrice s'approcha de moi avec hésitation. Sarah, j'ai dit aux gens que tu te cherchais encore. Je le disais avec sympathie, mais maintenant. Ce n'est pas grave, dis-je. Ce n'est pas grave. Tu ne te cherchais pas. Tu te trouvais en train de sauver 10 000 vies par jour, et j'ai réduit ça à un lieu commun sur l'échec. L'après-midi se dissipa en révélations gênantes et en excuses. Certaines sincères, d'autres de pure forme, toutes inconfortables. Ma famille, ceux qui étaient là pour le dîner comme ceux qui sont arrivés plus tard, luttaient avec le décalage entre leurs suppositions et la réalité. Alors que la réunion touchait à sa fin et que les gens se préparaient à partir, maman me trouva dans la cuisine, où j'emballais les restes de tarte. « Viendras-tu à Noël » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas. J'ai des délais de mise en œuvre au Kenya et au Bangladesh. Le calendrier pourrait ne pas convenir. Sarah, s'il te plaît, sa voix se brisa. Je sais que nous ne méritons pas une autre chance, mais j'en demande une quand même. Laisse-nous essayer de connaître la vraie toi. Je la regardais. Cette femme qui m'avait élevé, soutenue pendant mes études à Stanford, puis qui n'avait pas pu comprendre quand j'avais choisi une voie qu'elle ne reconnaissait pas la vraie moi, dis-je lentement, a toujours été là. Je ne me suis jamais caché. J'ai juste arrêté d'expliquer quand l'explication est devenue épuisante. Si vous voulez me connaître, vous pouvez lire les articles, regarder les interviews, observer le travail. Tout est public. Ça l'a toujours été. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Vous avez eu 5 ans pour demander. La vérité de cette affirmation s'installa entre nous, indéniable et lourde. Je sais, murmura-t-elle. Je sais que nous avons gâché 5 ans. Mais s'il te plaît, ne laissons pas notre bêtise nous faire perdre plus de temps. Je veux connaître ma fille. La vraie fille, pas la version que j'ai construite parce que je ne pouvais pas gérer la complexité. Je fermai la boîte à tarte, réfléchissant. Peut-être, dis-je finalement. Mais vous devez comprendre que mon travail passe en premier. Toujours. S'il y a un choix entre le dîner de Noël et l'installation d'un système de diagnostic qui pourrait détecter le cancer d'un enfant 3 mois plus tôt, je choisis l'installation. Je comprends. Vraiment, je la regardais dans les yeux. Parce que comprendre cela, c'est accepter que je puisse manquer les fêtes, les anniversaires, les événements familiaux. C'est accepter que je ne vais pas donner la priorité au dîner de famille, par rapport à un travail qui sauve des vies.
La plupart des gens disent qu'ils comprennent ça, mais ce n'est pas le cas. Ils s'attendent toujours à ce que je les choisisse, quand ça compte. Maman resta silencieuse un long moment. Je veux dire que je comprends, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si je peux vraiment saisir ce que tu as bâti, et ce que cela exige. Mais je veux essayer. Je veux apprendre, même si je continue de me tromper. C'est plus honnête que ce que la plupart des gens parviennent à faire, reconnus-je. Elle m'aida à charger les boîtes dans mon sac, et nous travaillâmes en silence quelques minutes avant qu'elle ne reprenne la parole. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire pendant 5 ans, mais j'étais trop occupé à être confus et déçu par des choses qui n'avaient pas d'importance. Alors, je le dis maintenant. Je suis fier de toi, Sarah. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Merci, dis-je simplement. En partant, adressant des au revoir abrégés à des parents qui me regardaient maintenant comme une étrangère, je me sentis étrangement plus légère. Le secret était révélé, non pas parce que je l'avais dévoilé, mais parce que les circonstances l'avaient forcé. Il savait, maintenant. Il ne pouvait plus l'ignorer. Que cette connaissance améliore notre relation ou la rende plus compliquée restait à voir. Mais au moins, je n'aurais plus à subir un autre dîner en écoutant des conseils de carrière de la part de gens qui me croyaient au chômage. C'était au moins ça. Je suis rentré chez moi par des rues calmes, mon téléphone vibrant de messages de parents. Certains apologétiques, d'autres de félicitations, d'autres encore en train de digérer. Je leur répondrai éventuellement, avec la même patience dont j'avais fait preuve au dîner. Mais pour l'instant, j'avais du travail. Toujours du travail. L'implémentation au Kenya nécessitait des tests finaux. Les protocoles de formation du Bangladesh devaient être examinés. Le cadre open source avait besoin de documentation avant sa sortie le trimestre prochain. Quelque part dans le monde, un système de diagnostic que j'avais conçu analysait des données de patients, cherchant les schémas subtils qui indiquaient une maladie. Il travaillerait toute la nuit, infatigable et précis, attrapant des affections que les yeux humains pourraient manquer. 10 000 vies par jour, disait l'article. 10 000 personnes qui obtiendraient des diagnostics plus précoces, des traitements plus rapides, de meilleurs résultats. Cela valait bien de manquer un dîner de Thanksgiving. Cela valait 5 ans d'incompréhension familiale. Cela valait la couverture de Forbes, les révélations gênantes, et toutes les réparations relationnelles compliquées qui allaient suivre. Le travail en valait la peine. Il l'avait toujours valu.